يسلق يودتكم من هذه سمال يسلق يودتكم من ديال تموت يسم الناس نوال ميدنا انت قراني ديال تموت يسم الناس نوال ميدنا انت قراني. J'étais jeune enseignant à l'université Tizi Ouzou, donc en 80, et j'étais effectivement impliqué dans ce mouvement, et j'étais là à la première marche du 11 mars 1980, qui a emprunté exactement le même itinéraire qu'empruntent les marches d'aujourd'hui. C'est par référence à ce printemps de 80 qui est parti de l'université, donc les marches populaires, quand elles ont une certaine dimension, partent toutes de l'université, même si elles n'ont rien à voir avec l'université. Et donc celle-là part de l'université. Et je me souviens que la première marche de 80, qui a eu lieu le 11 mars, au lendemain de l'interdiction de la conférence qui devait avoir lieu le 10 mars, par rapport à ces marches donc, qui se déroulent comme partout en Algérie chaque vendredi, moi j'ai participé à celles qui ont eu lieu à Tizi Ouzou, et elles partent toutes de l'université, comme toutes les marches importantes, chaque 20 avril qui est célébré depuis le 20 avril 80, où a eu lieu l'assaut des forces de l'ordre sur l'université, suite à l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri sur les poèmes kabyles anciens. Donc toutes les marches partent de l'université. Et forcément, en marchant, en 2019, ça renvoie à ce printemps 80 précisément. Donc ces marches de 2019 empruntent le même itinéraire que les marches, la première marche d'avril 80 qui a eu lieu pour protester contre l'interdiction qui avait été faite à Mouloud Mamri de donner une conférence sur la poésie kabyle ancienne à l'université de Tizi Ouzou. C'était en 1980, le 10 mars, la conférence devait avoir lieu le 10 mars 1980, elle n'a jamais eu lieu. Par contre, le lendemain, il a eu lieu la première marche pacifique, mais qui n'était pas qui n'a pas eu beaucoup d'écho, cette première marche, parce que nous étions 200 étudiants, enseignants de l'université de Tizi Ouzou. Et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux et le pouvoir des réseaux sociaux. Voilà. Il y avait pas... Néanmoins, c'était une marche qui se déroulait dans un climat extrêmement tendu, parce que nous ne savions pas si la police allait tirer. C'était une des questions que nous nous posions, parce que nous étions quand même en plein dictature du parti unique. Boumedienne venait de mourir, mais son empreinte était encore là, sur la société. Et je me souviens aussi du lendemain de l'assaut qui a été donné sur l'université, qui avait fait beaucoup de blessés. Et en marchant aujourd'hui, en mars 2019, ou en avril 2019, devant l'hôpital, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler le tableau que j'avais vu au lendemain du 20 avril, où des dizaines de corps étaient enroulés dans des draps tachés de sang et laissés à même la cour de l'hôpital devant laquelle on marche aujourd'hui. Donc ça m'a rappelé, et on ne peut pas s'empêcher de ne pas faire la comparaison où ces marches qui se déroulent dans un climat festif et très enjoué aujourd'hui, avec beaucoup de monde, par rapport à ces images de répression quand même assez dures, même s'il n'y a pas eu de mort, c'était assez dur. Quand l'assaut a été donné à l'université de Tizi Ouzou, les étudiants, ça s'est passé à 4h du matin, donc on réveillait les étudiants dans leur chambre, et ils sautaient du 2e, 3e étage, parce que les CRS cassaient la porte, et ils étaient accompagnés de bergers allemands qui sautaient à la gorge des jeunes, et qui sautaient par la fenêtre de leur chambre. Et, alors il y avait le coup de matraque, plus les blessures dues à ces gens qui sont jetés des fenêtres. L'hôpital était débordé et on les a déposés comme ça sur la cour, à même le bitume de la cour. J'ai vu ces images de dizaines de corps enroulés dans des draps tachés de sang. Alors aujourd'hui, évidemment, le climat est tout à fait autre. Mais on est d'accord que le climat est autre, mais qu'on sent que la protestation est fragile, que ça peut
facilement débordé. Alors, le climat est autre. Effectivement, c'est un mouvement qui a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à voir ce qu'on a vu. Et comme a surpris le mouvement de 80. Oui, comme a surpris le mouvement de 80. Le mouvement de 80, pareil, effectivement, ça a surpris. Alors, bon, il y a eu une réaction au niveau de l'université, avec des comités d'étudiants, mais ce qui a surpris, c'est de voir toute la Kabylie s'embraser suite aux marches de l'université. Tandis que cette fois-ci, c'est la population globalement qui s'est impliquée presque dès le premier jour. Et c'est ça qui est surprenant. En fait, on a l'impression que la population a accumulé un certain nombre de frustrations, d'humiliations, et qu'il a suffi, comme dirait Mamri, du bout de bois de l'esclave pour faire dans le ciel de Dieu et des hommes le plus inextinguible incendie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette marche où il y a eu l'humiliation de trop. Vraiment, Bouteflika s'est vu potentat à la tête de l'Algérie et se succéder à lui-même de manière indéfiniment, et on ne voyait pas aucune raison pour que cela s'arrête. Hein. Et même quand il ne pouvait pas le faire, il a osé se présenter quand même comme candidat en déclarant ne pas faire de campagne. Et on a vu tout le monde se mettre au garde à vous, les partis de la coalition présidentielle dire oui, nous ferons campagne à sa place. On a vu des scènes mais que n'importe quel scénariste n'aurait jamais imaginé. La garde républicaine qui se met en garde à vous devant un portrait de Bouteflika. On offre des cadeaux à ce portrait que les Algériens appellent le cadre. Voilà. Donc c'est le cadre qui gouvernait l'Algérie. Et là, je pense qu'on n'a pas mesurer le niveau d'humiliation de la population. Moi, je ne crois pas que ça retombera comme ça. Hein. Je ne crois pas. Pour autant, j'ai été surpris, comme tout le monde, par cette réaction massive, générale. On voyait toutes les catégories sociales, femmes, hommes, qui sortaient. Et c'était absolument inattendu. Je crois que ça a surpris absolument tout le monde. Moi, je ne crois pas trop à la manipulation. Celui qui a peut-être manipulé sans le vouloir, enfin celui qui a fait vraiment l'unité, qui a réussi cette mobilisation, c'est Bouteflika. C'est Bouteflika qui, à force de mépriser ce peuple, le lui a rendu de fort belle manière. Qu'il y a eu peut-être, je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu forcément des gens qui ont essayé de faire ci ou cela. On attribue à Toufir d'être derrière ces manifestations. Ça me fait un peu rigoler. Toufir qui se retrouve aujourd'hui en prison. Hein. Bon, donc si on lui attribue cette capacité, il aurait pu s'épargner d'aller à Al-Harraj ou je ne sais où. Hein. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Et on le sent. Moi, je connais les marcheurs quand même. Moi, le premier, c'est pas toujours. D'abord, j'ai rien entendu. Personne m'a demandé d'aller marcher. Sinon, des gens comme ça, de bouche à oreille. Et je connais ma motivation. Elle est la même que celle des autres marcheurs. C'est un ras-le-bol qui a duré trop longtemps. Et après, effectivement, une fois que le trop-plein ça a débordé, c'est devenu un torrent qui a tout emporté. Et je ne crois. C'est vraiment, encore une fois, une réaction à une humiliation dont on n'a jamais pu imaginer le degré et le niveau du ressenti chez les gens. Je crois que la raison, elle est là, il ne faut pas la chercher ailleurs. Après, maintenant, il y a des moyens techniques, effectivement, ces réseaux sociaux qui ont rendu possible cette expression, qui, à mon avis, n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Mais la motivation des gens, c'était vraiment une indignation, une réaction à cette humiliation qui était affichée avec une morgue absolument insupportable. Beaucoup veulent que ce mouvement reste un mouvement national, un soulèvement national, et voudraient justement faire table rase des revendications, entre autres identitaires, culturelles. Tu en penses quoi, ça ? Quand on parle de la légitimité du drapeau à Metz hier, quand on dit qu'il ne faut pas oublier dans les revendications identitaires, communautaires, tu penses que c'est un faux débat, qu'on se trompe de débat, ou qu'au contraire, il ne faut pas oublier cette question-là dans la protestation ? Ah non, je pense que c'est tout sauf un faux débat.
D'abord, on le voit par la présence de ce drapeau qu'on voit partout, pas seulement en Kabylie, on le voit à Annaba, on l'a vu même y compris dans une des dernières marches où Gaïd Salah a essayé de mobiliser des troupes, ce qui a fait pchit d'ailleurs, sa contre-manifestation. Et non, je pense que l'un des mérites de ce mouvement, et c'est peut-être la première fois que cela se passe, le peuple est prêt à écouter. Il y a une écoute entre Algériens qui n'a jamais existé depuis 1962. Et on est prêt à débattre de toutes les questions qui ont fondé la société algérienne. Et si les gens disent on veut se débarrasser de ce système et qu'ils partent tous, eh bien il faut peut-être regarder sur quoi repose ce système, parce qu'il ne suffit pas de changer des hommes. S'il faut garder les mêmes règles et le même fonctionnement des institutions, ce n'est pas la peine. Donc sur quoi repose ce système? C'est d'abord, en premier lieu, une imposture identitaire. Donc cette imposture identitaire, il faut mettre à plat les choses. Et je pense que les mentalités, précisément depuis 80, ont beaucoup évolué. Et je pense que maintenant, les gens sont prêts à écouter un certain nombre de choses voilà, qui étaient de l'ordre du tabou auparavant. Il y a ça, il y a aussi la place, les manipulations qui ont été faites autour de la religion, la manipulation, et on a vu où ça nous a conduit à une guerre civile absolument désastreuse, et une population qui était complètement aliénée. Je veux dire, quand on en arrive à sidérer tout un stade en écrivant Allahu Akbar au laser, on a vu à quoi ça conduit, cette place institutionnelle qu'on a donnée à la religion. Et ça, plus des milliers et des milliers de morts, d'assassinats, tous aussi horribles les uns que les autres. L'éducation nationale a été un fiasco. Je suis bien placé pour en parler. J'ai passé ma vie là-dedans. Ça n'était pas l'école algérienne qui était comme ça au début, paradoxalement. Elle l'est devenue grâce au travail qui a été fait à cause du travail qui a été fait par les islamistes, sous la houlette d'Ahmed Taleb, qui était le fils du cheikh Bachir Ibrahimi, et c'est l'idéologie des oulémas qui a diffusé dans l'éducation nationale. Et c'est l'école, en fait, qui a diffusé l'islamisme. C'est pas par les voies de l'islam traditionnel que l'islamisme a émergé en Algérie. C'est vraiment l'école. L'école est de manière consciente, structurée, organisée, à tel point que même Boumedienne s'en est ému. Blaïd Abselem le dit dans ses mémoires, hein, un autre comment dire, dinosaure, mais lui-même s'est souvenu de ça. Et c'est vrai que Boumedienne, à la fin de sa vie, a mis Mostafa al-Ashraf en lui disant de mettre de l'ordre dans cette opération d'arabisation qui a complètement dévasté le pays. Et c'est le moment de revenir là-dessus. Parce que si on ne règle pas cette question, on se rattache à un monde où il y a un certain nombre de référents culturels, identitaires, sociétaux, qui dictent la marche du reste. Hein. La place de la femme suit. Si on s'oriente vers... On a vu d'ailleurs le code de la famille, alors que la Constitution, la première Constitution, où il y avait déjà l'islam religion d'État, mais quand même, il y avait encore l'inertie des acteurs du mouvement de la guerre de libération qui imposait un certain nombre de choses, où l'égalité, la discrimination des sexes était interdite dans la Constitution. Et puis après, on l'assume avec le code de la famille. Hein. On l'a assumé en 1984. Et ça, c'est sous l'impulsion de ces islamistes qui ont complètement infesté toutes les institutions de l'État. Donc ça, il faut évidemment revenir là-dessus. Le caractère militaire du pays qui a été décidé dès 1957, quand on a assassiné Ben Ramadan, et on est revenu sur les principes qui ont été clairement affirmés paradoxalement, dans le seul congrès du FLN, le premier congrès du FLN qui a eu lieu sur le sol de l'Algérie combattante. Hein. Il n'y en a pas eu d'autre, hein. C'est le seul, en 1956, qui a eu lieu à la Soumam. Et quand on lit ce texte, on a l'impression que c'est l'histoire qui emprunte un sens à l'envers, une espèce de marche arrière. Les textes de la Soumam sont infiniment plus en avance que ceux d'aujourd'hui. Par exemple, sur la question de la religion,
religion, mais c'est extraordinaire. Le texte de la Soumam dit « Nous luttons pour une république sociale et démocratique et pas pour la restauration d'une théocratie révolue. » C'est écrit noir sur blanc dans le texte de la Soumam. On dit que la guerre des libérations est une guerre des libérations, ça n'est pas une guerre de religion. Il y a un appel à la communauté juive, il y a un appel à la communauté chrétienne, et on dit aux chrétiens, aux juifs, vous avez votre place dans la future Algérie. Et dans le texte de la Soumam, on se désole de ce que la communauté juive, d'ailleurs, ne rejoignait pas, comme l'a fait l'archevêque Duval. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, on a volé leur indépendance aux Algériens et que peut-être aujourd'hui, on achève de... Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président, le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, il en a fait un bouquin, c'est le titre de son bouquin qui a appelé ça l'indépendance confisquée. Donc on a confisqué l'indépendance aux Algériens. Ça c'est une réalité et moi j'ai vécu ça. Je suis suffisamment âgé pour avoir vécu ça. Et c'est l'armée des frontières, à leur tête boumedienne, qui, pour prendre le pouvoir à Alger, a tiré sur les maquisards qui venaient délibérer le pays. On oublie ça, mais c'est ça la réalité du pouvoir qui s'est installé en 1962. Donc, et la militarisation, elle était là dès le départ. Dès le départ, Ben Bella a essayé de surfer là-dessus avec, sous la tutelle de Nasser, qui voulait avoir une main sur... toute l'Afrique du Nord, avec son histoire de la République arabe unie, il voulait faire de l'Algérie un satellite. Alors que je reviens là-dessus, dans la plateforme de la Soumam, c'est écrit noir sur blanc, la révolution algérienne n'est inféodée ni à Washington, ni à Moscou, ni au Caire. Donc il y avait une volonté d'installer une république libre et indépendante, et c'est pour cela que les gens sont morts en Algérie. C'est pas pour être un satellite de l'Égypte ou comme c'est en train de le devenir maintenant des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. Hein. L'Algérie les Algériens peuvent se relever de ces nouvelles épreuves. C'est un défi qui les attend quand même. Hein. Ouais, c'est un défi. Alors, je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, encore une fois, c'est de ça qu'on discute. C'est de ces questions-là que l'on discute aujourd'hui. Il y a l'expérience des années 90 que les gens ne sont pas prêts de revivre. L'islamisme, ils ont payé la facture. Pourtant, ils sont toujours là, les islamistes. Ils sont toujours là, mais ce n'est pas eux qui rythment les marches d'aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à prendre le leadership de ce mouvement. Alors que les islamistes, en 90, il ne faut pas l'oublier, à cause, encore une fois, du travail de l'école, le contrôle des mosquées, etc., il ne faut pas oublier que le fils a raflé, si ma mémoire est bonne, 940 communes sur les 1540 que possédait l'Algérie en 1990. Donc après, on a dit, on a voté. En fait, on a voté, mais au terme d'un matraquage soutenu par toutes les institutions, l'école, la télévision, le parti, tout ça, d'arabo-islamisme des plus sectaires. Donc ça a été le résultat de cette campagne qui a duré 50 ans, qui a duré 30 ans. Donc on a mené la campagne pour le fils pendant 30 ans. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après on retrouve près de 1000 communes sur 1500 acquises par le fils. C'est le résultat de cette campagne. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut remettre en cause. Il faudrait peut-être que l'Algérie renoue avec son identité, sa culture, et aussi retrouve un certain nombre de principes comme l'égalité citoyenne. Moi, je n'admets pas, je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens, d'Algériennes qui participent aujourd'hui dans les marches, que l'inégalité soit consacrée par la loi. Aujourd'hui, vous allez devant la justice. Si vous êtes un homme, vous êtes considéré comme un témoin à part entière. Si en face, il faut 2 témoins pour valoir dès lors qu'il s'agit de femmes. Il faudrait 2 femmes pour un homme. C'est ça la loi, c'est complètement insultant, c'est moyenâgeux, ça n'a pas de sens. À ton avis, qu'est-ce qui va être le plus difficile? Réformer les institutions, les administrations ou réformer les mentalités? Non, je pense que... Alors tout le monde parle de nouvelle constitution. Je pense que si constitution il faut espérer qu'il y aura une nouvelle constitution, il faut changer les fondements de cette constitution. Sinon, tout ça n'aura servi absolument à rien. C'est pas...
je ne sais pas moi, qu'on mette le général Gaïd Salah à la place du général je ne sais pas quoi, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit cet homme qui a un certain âge lui aussi, mais quand même avec tous ces gens, regardez-vous, qui prennent des notes quand il fait des commissions, c'est d'un ridicule achevé. J'espère qu'il ne veut pas gérer la société comme ça, qu'il n'y croit pas. En tout cas, les gens ne vont pas se mettre au garde-à-vous devant lui, il se trompe complètement, si c'est ça qu'il veut. Et non, ça c'est révolu. C'est révolu. Je ne pense pas que les Algériens sont prêts pour ça. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose, on se méfie de tout ce qui vient de la base, de la société. Là aussi, il faut rompre avec cet État centralisé comme ça. Quelqu'un m'avait raconté que sous Boumedienne, à l'époque on importait tout, on importe toujours tout d'ailleurs. Là-dessus, ça n'a pas trop changé. Oui, ça n'a pas trop changé. L'un des rares qui produit des choses et qui exporte même, c'est Rabrab, on vient de le mettre en prison, donc on n'a pas envie de changer. Bon. Sous Boumedienne, on importait tout, donc il s'agissait de manière stalinienne de répartir les marchandises importées de manière équitable, et on envoyait des cannes à pêche à Tamanrasset, au désert. Voilà la gestion d'un État centralisé. Donc il faut arrêter avec ça, et faire confiance au peuple, parce que quand on voit quand même où nous ont conduit ces dirigeants, eh bien leurs compétences, voilà. C'est pas sur elles qu'il faut compter. Moi, je préfère compter sur les compétences des jeunes. Elles existent. Absolument, elles existent, elles sont nombreuses, pour peu qu'on ne les entrave pas. L'idée de laisser les marches se faire, est-ce qu'ils laissent d'ailleurs les marches se faire ou pas? Oui. Il ne faut pas utiliser la force, comme toi tu l'as vécu. Alors, utiliser la force, à mon avis, c'est pas l'envie qui manque. Hein. On sent quand même, déjà, moi le jour où je suis venu, donc il y a 10 jours, c'était un vendredi, j'ai vu un nombre de barrages extraordinaires parce que c'était le jour de la marche justement pour empêcher les gens d'aller de l'intérieur du pays vers Alger. Hein. Donc c'était à vous dégoûter, bon, on laisse filtrer, j'ai failli rater mon avion comme ça. Voilà. Et puis on attend des heures et des heures devant des barrages, on enlève les drapeaux. D'ailleurs, on enlève le drapeau à Mazir, mais il est arrivé qu'on enlève même le drapeau algérien, parce qu'il est devenu un instrument subversif. Hein. Donc voilà. On tente en tout cas d'entraver. Bien sûr, on tente de les entraver. Et puis, ce qui dérange, c'est le caractère pacifique de ces marches. Donc ça, évidemment, il faut absolument, je pense que les Algériens en ont conscience, hein, que tous les marcheurs en ont conscience, il faut, avec la dernière énergie, protéger ça. Parce que, évidemment, provoquer des incidents pour justifier l'intervention des forces de l'ordre, voire de l'armée, et mettre en place un état d'urgence ou un état d'exception, comme semble-t-il voulait le faire Saïd Bouteflika, mais je ne pense pas que ce soit une idée qui lui... non, qu'il est le seul à partager, malheureusement, qu'il est le seul à avoir. Donc ça trotte dans les esprits de tous ces gens qui veulent mettre un terme à ça, parce que aucun pouvoir, à mon avis, ne résistera de manière durable, longtemps, à une contestation pacifique de cette dimension. C'est pas possible. On le voit d'ailleurs, y compris Gaïd Salah qui dit moi je respecte la Constitution, il me fait marrer lui, parce que il respecte la Constitution, il est le son titre, il est vice-ministre de la Défense nationale. Il a quand même un président qui est Ben Salah, qui parle pas, qui est accessoirement aussi ministre de tutelle, son ministre de tutelle, parce qu'il est aussi ministre de la Défense nationale, il ne s'exprime pas. Donc s'il respectait la Constitution, il devrait laisser parler son chef déjà. Donc c'est lui qui donne les ordres, y compris d'ailleurs dans sa prétendue lutte contre la corruption, personne n'y croit, c'est des règlements de compte, c'est clair. Je ne dis pas que ceux qui ont été arrêtés sont blancs comme neige. C'est pas ça. Mais manifestement, on instrumentalise ça parce qu'on arrête de manière ciblée. On touche à des gens qu'on veut écarter, mais dans son clan, on laisse faire. C'est l'occasion voilà. de faire fait de larron, comme dirait l'autre. Oui, donc ça ne convainc personne, cette affaire-là. Donc oui, on est tenté
d'empêcher les gens de marcher. On l'a vu quand on a mis ces jeunes filles qu'on a mises nues dans des commissariats, évidemment ça. Mais justement, il y a cette réaction incroyable. On a eu le témoignage d'une jeune fille qui a subi cette humiliation, et elle s'est exprimée dans une vidéo qu'elle a elle-même mise en ligne, et vraiment chapeau. Et finalement, l'humiliation, c'est la honte retombe sur celle qui l'a dévêtue. Elle retombe sur ceux qui ont cautionné cette démarche, et pas cette jeune fille qui est devenue une héroïne. Donc voilà, il y a des choses comme ça où il y a des dynamiques sociales, des moments historiques où même les actes de répression se retournent contre leurs auteurs. Et on connaît en ce moment ça. Donc, disons que même la marge est étroite pour les tenants du pouvoir. Hein. Tu penses que ils ont un plan plus ou moins défini ou qu'ils réagissent de manière un peu, je dirais, instinctive et qui s'adaptent aux situations? C'est un peu comme des... Non, ils n'ont aucun plan et on le voit parce qu'ils font un pas en arrière, un pas... Il ne faut pas oublier que Gaïd Salah a soutenu jusqu'à la dernière minute Bouteflika. Hein. Bon, il a commencé par menacer les gens, il me fait marrer quand il se présente comme le règne de Bouteflika, tout le monde l'a vécu, on sait ce que c'est. Il a l'air de découvrir ça en mars 2019, hein, que tout est corrompu, il était au pouvoir. Hein. C'est lui son chef d'état-major, c'est Bouteflika qui l'a installé là, c'est pas moi. Donc c'est pas crédible tout ça. Et quand les gens, les manifestants disent il faut qu'ils dégagent tous, donc lui compris, parce que c'est quand même un des piliers du système. Voilà. Maintenant, l'idéal, c'est que cela se fasse, cette transition qui va forcément demander du temps, parce qu'on ne change pas effectivement un système qui s'est enraciné de cette manière dans la société en un clin d'œil, par un coup de baguette magique. Donc ça va forcément demander du temps, surtout qu'il y a des choses fondamentales à changer, comme ces points cardinaux qui ont fondé la Constitution, etc. Beaucoup de choses, la nature militaire du régime, tout ce dont on vient de parler. Donc c'est pas facile, ça va demander du temps. Et tu penses quoi d'ailleurs des élections planifiées, prévues pour le 4 juillet? Elles sont tout simplement impossibles. Elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu. D'ores et déjà, il y a des maires qui disent nous n'encadrons pas ces élections. Il va faire voter les casernes. C'est quoi? Si c'est ça, bon, elles n'auront pas lieu, les élections du 4 juillet. Donc ça, c'est déjà un mensonge. Et voilà, il s'accroche à ça parce qu'il n'a pas autre chose. Il n'a pas autre chose et il ne veut pas, pour l'instant, d'une transition qui, effectivement, soit une transition vers une ère nouvelle, qui ouvre des horizons qui soient différents de ceux qu'on a connus. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce que là, il y a un face-à-face, il est face au peuple. Aujourd'hui, Gaïd Salah, il dit qu'il est avec le peuple, mais il est plutôt face au peuple. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'impasse aujourd'hui, mais il a plutôt intérêt à faire en sorte que la transition se passe dans le calme. Il n'y a pas d'autre issue. Moi, je n'en vois pas, en tout cas. Les élections du 4 juillet, c'est un scénario complètement loufoque. Hein. C'est d'abord qui va voter. Je veux dire, quand on voit le nombre de gens qui marchent, qui va voter, il y a même des magistrats qui disent, même si certains d'entre eux, évidemment, on peut toujours espérer par des pressions leur faire changer d'avis. Sans doute, les magistrats en Algérie n'ont pas une colonne vertébrale très rigide. Donc, ils sont rares, ceux qui savent résister à la pression du pouvoir. Donc, c'est pas ça. Mais par contre, il y a des élus qui disent que nous, en cas des élus municipaux, même s'il y a quelques dizaines de mairies, puis surtout, il y a la masse du peuple qui ne veut pas voter. Donc c'est quoi cette élection présidentielle? L'avenir en Algérie, tu vois comment? Toi qui vas souvent, en plus en Algérie depuis que tu es un peu plus maintenant que tu es retraité. Alors l'avenir en Algérie, moi je suis de nature, et on me le dit souvent, de nature pessimiste. Hein, parce que jusque-là, effectivement, rien ne permettait d'avoir... Et c'est la première fois que j'ai des lueurs d'espoir. Je dis de l'espoir, encore une fois, je ne dis pas que les choses sont déjà réglées. Mais pour la première fois, vraiment, depuis 1962, il y a de l'espoir. En 1980, nous avons manifesté. On a inauguré ces manifestations pacifiques dans la rue, c'était les premières. Jusque-là, les contestations politiques, ça se réglait à coups de fusil, parce que c'était la tradition de la guerre. Donc, mais en 1980, on n'a jamais ambitionné
de faire bouger le pouvoir sur ses fondements, simplement de poser publiquement un certain nombre de questions, d'interpeller la conscience nationale. C'était ça l'objectif, ce que nous visions en 1980. Je crois que bon, ça a été atteint, ça. Mais aujourd'hui, voilà, ce que veulent les Algériens, c'est que le système dégage, comme ils disent. Voilà. Et ça, c'est la première fois qu'une telle opportunité se présente depuis 1962. Mouloud Mamri serait de ce monde aujourd'hui, il verrait les choses comment? Il aurait peut-être d'ailleurs sa place, son mot à dire. Alors, je ne sais pas si on l'aurait laissé parler, hein, je ne sais pas, mais j'ai pensé très fort à lui précisément, parce que dans un entretien qu'il a donné à l'occasion de ce mouvement, je dis j'ai pensé à lui, dans un entretien qu'il a donné à Tahar Djaout, il disait en substance ceci, je ne sais pas où le terme m'atteindra, mais je partirai avec la certitude chevillée au corps que c'est vers le chemin de la libération que mon peuple ira. Donc il était optimiste. Voilà. Et voilà, je pense que le peuple algérien aujourd'hui emprunte le chemin de la libération. Non, je ne me vois pas du tout, je ne me vois pas du tout dans ce rôle. Oh, je m'exprime quand on m'en donne l'occasion, la preuve. Hein. Merci, merci à toi. Voilà, merci à toi d'ailleurs, bien sûr. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont compétents, qui peuvent apporter des choses. Et cette nouvelle génération qui arrive, à mon avis, démontre chaque jour que pour peu qu'on la laisse faire, eh ben, elle peut faire bouger les choses dans le bon sens. Cela dit, moi ou les camarades avec qui j'étais à l'université et d'autres s'expriment aussi, voilà, mais notre génération, je pense qu'il est temps qu'elle passe le relais. Et c'est bien que une nouvelle génération soit là et prenne les choses en main. Dernière question promis. C'est pas toujours facile de porter le patronyme de Saadi, non? Non. Je crois que j'ai eu une existence autonome dès le départ de ma vie. Même si c'est vrai que il y a un poème de Slimane Azam qui dit que le frère, dans la vraie vie, c'est le frère de lutte. Hein, il se trouve que dans ce cas-là, nous avons été frères, père et mère, mais aussi frères de lutte aussi. Même si, parfois, on n'est pas toujours d'accord sur tout. et je ne me suis jamais privé de m'exprimer. Donc j'ai toujours lutté depuis, voilà. Je ne suis pas D'abord, je ne suis pas le frère cadet comme l'a été chez le Bouteflika. Non, j'ai toujours lutté de manière indépendante et parfois en compagnie de mon frère. Mais voilà. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui permet d'apaiser ou en tout cas de penser un peu les blessures du printemps 80 que tu as vécues toi dans ta chair? Alors moi, encore une fois, il y a un certain, je n'ai pas pu m'empêcher de penser très fort chaque vendredi sur cet itinéraire, la solitude que nous vivions en 1980. Et aujourd'hui, ce drapeau Amazigh qu'on voit partout, j'ai même fait une photo, encore une fois, devant la cour de l'hôpital, un drapeau géant Amazigh, et derrière, ce qu'on ne voit pas, mais ma mémoire, c'était les blessés enroulés dans des draps tachés de sang. Donc les choses ont bien sûr changé, mais en même temps, il faut dire une chose, c'est que la culture berbère est en bien mauvais état. La langue berbère a besoin d'un programme de soutien absolument gigantesque, à l'identique de la politique qui a été menée en faveur de la langue arabe. La langue berbère, elle, n'a eu droit, pour sa part de budget, elle était plutôt dans la répression. Donc il faudrait que les choses changent, et pas seulement sur le papier. Que la langue amazigh, qui est aujourd'hui langue nationale et officielle, en fait on a vu que c'était une farce. Donc il faut que ça change, il faut que tous les moyens qui ont été mis à la disposition de la langue arabe soient aujourd'hui mis à la disposition de la langue amazigh.
Et je pense que c'est la langue ancestrale de tous les Algériens. C'est la langue quotidienne de certains aujourd'hui, d'autres sont devenus arabophones, mais en tout cas c'est la langue de leurs ancêtres, hein, même si ce n'est pas la leur aujourd'hui. Et je pense que là, j'ai été très content de retrouver des jeunes Oranais voilà, qui présentaient des choses comme ça, qui ne sont pas kabyles, qui ne sont pas chaouis, qui ne sont pas, mais qui ont voilà, un rapport filial par rapport à cette langue, à cette culture, à cette identité. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'espérer. Dans le combat, il ne faut pas oublier la question identitaire, non, juste pour connaître son histoire. Non, non, bien sûr, bien sûr. Si on ne sait pas qui on est, je ne vois pas comment on peut savoir ce qu'on doit faire avec les autres peuples, avec les autres nations qui ont tous une identité bien souvent hégémonique d'ailleurs. Hein. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier qui on est pour savoir, ni oublier d'où on vient, si on veut savoir où on veut aller aussi. Il faut savoir où aller. Pour ça, il faut déjà savoir d'où on vient. La marche est encore longue, le travail est encore long. Ah, sûrement. La marche est encore longue, mais je crois que nous sommes déterminés à emprunter ce chemin de la liberté. D'ailleurs, j'ai écrit un petit texte. Vous savez, il y a le poème d'Éluard, Liberté. Eh bien, en 2001, il y a un marcheur qui a écrit Liberté avec son sens sur un mur d'Azazga. C'est Kamal Hirshen. Je crois qu'on peut faire confiance à ces jeunes et à ce peuple qui est capable de ce type de sacrifice. Voilà. Merci, M. Saadi. Merci à vous. يسلق يود التكمن من هذه الزمان يسلق يود